À Jérusalem, nous sommes en direct en ligne avec notre correspondant Olivier Granielik. Bonjour Olivier. Boker Tov, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a achevé hier sa visite éclair à Washington. Oui, tout à fait. Ilana est dans une déclaration faite juste avant de monter dans l'avion. Benjamin Netanyahou a souligné la qualité de sa relation avec le président américain Donald Trump. Il parle d'un lien étroit, réel, ouvert. Des discussions franches centrées avant tout sur un dossier majeur, les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et selon le Premier ministre israélien, Donald Trump est convaincu que l'Iran a compris qu'il faisait désormais face à une administration déterminée, que les conditions imposées par Washington pourraient, je cite, conduire à un bon accord, un accord que Téhéran n'avait pas su accepter lors des précédentes tentatives. Benjamin Netanyahou reste toutefois prudent. Il ne cache pas son scepticisme quant à la volonté réelle de l'Iran de parvenir à un accord durable pour Jérusalem. Le futur accord ne peut se limiter à la question nucléaire. Il doit aussi inclure les missiles balistiques iraniens. Et puis parallèlement, Donald Trump a aussi envoyé un message très ferme à Téhéran. Il a fixé un délai d'1 mois pour qu'un accord soit conclu, sinon les États-Unis pourraient passer à une phase bien plus dure pour l'Iran. Le président américain dit qu'il veut que l'Iran accepte rapidement des conditions posées par Washington et que si cela ne se produit pas, il pourrait avoir des conséquences traumatiques pour le régime iranien. À Jérusalem, on prend ces propos très au sérieux. Des responsables israéliens confirment que le temps presse pour un accord. Et concernant la bande de Gaza, à présent, l'organisation du Conseil de la paix pour Gaza a officiellement annoncé l'adhésion de l'État d'Israël comme membre fondateur de cette nouvelle instance internationale. Oui, une annonce qui a été faite sur le réseau X où le compte officiel de l'organisation a écrit qu'il se réjouit d'accueillir Israël comme membre fondateur. Pour rappeler le contexte, lors de sa visite à Washington, Benjamin Netanyahou avait signé en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio le document qui matérialise cette adhésion. Selon les informations qui circulent, ce conseil devrait tenir sa première réunion officielle le 19 février prochain à Washington avec la participation d'au moins 20 pays et sous la présidence de Donald Trump lui-même. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large proposé par les États-Unis visant à promouvoir une forme de paix et de reconstruction de la bande de Gaza, incluant potentiellement un programme de développement économique et la mise en place d'un corps de stabilisation internationale sous mandat des Nations Unies. Donald Trump, puisqu'on en parle, a une nouvelle fois par ailleurs créé, Olivier, la surprise avec une déclaration particulièrement violente à l'encontre du président de l'État. Oui, tout à fait, avec Donald Trump qui a accusé Yitzhak Herzog de ne pas avoir accordé la grâce présidentielle au Premier ministre Benjamin Netanyahou, actuellement jugé, vous le savez, en Israël. Je cite Donald Trump, il devrait avoir honte de ne pas lui avoir accordé une grâce. Le président américain a tenu à se défendre. Le président américain a tenu à défendre Netanyahou. Selon lui, il a été un excellent Premier ministre pendant la guerre. Et de son côté, la présidence de l'État, Olivier, a réagi immédiatement. Oui, dans un communiqué, le bureau du président Yitzhak Herzog a rappelé le cadre légal. La demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou est actuellement examinée par le ministère de la Justice comme le prévoient les règles. Une fois cet examen terminé, le président étudiera la requête conformément à la loi en tenant compte de l'intérêt de l'État. Et selon sa conscience, le communiqué insiste aussi sur un point, la décision sera prise sans aucune pression ni extérieure ni intérieure. La présidence de l'État de conclure Israël est un État de droit souverain, contraint à ce qu'il ne peut être laissé entendre sans aucune décision à ce stade a été prise à la demande de la grâce. De nouvelles révélations ont été faites en Israël concernant les relations entre Ehud Barak et le prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Oui, des documents internes montrent que l'ancien Premier ministre Barak a reçu 1,5 million de dollars de la part de Jeffrey Epstein. Ces fonds auraient été versés de manière confidentielle sans que les partenaires commerciaux de Barak ne soient informés. Des révélations qui s'inscrivent dans une série de fuites récentes ainsi des dossiers Epstein publiés par le département de la justice américain qui jette une lumière étendue sur les réseaux de contacts du milliardaire avec des dirigeants et des personnalités internationales, y compris Ehud Barak. Et puis on termine avec une décision historique. Le grand rabbinat d'Israël, très rapidement, Olivier, ouvre pour la première fois l'inscription à ses examens rabbiniques aux femmes. Oui, une décision qui intervient après une longue bataille judiciaire contre l'exclusion historique des femmes de ces épreuves.
Jusqu'à présent, seul le public masculin pouvait se présenter à ces examens pour l'institution religieuse. Face à ce jugement, le rabbinat avait donc tenté plusieurs façons de contourner la décision. Désormais, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de février. Merci Olivier. Jubuzz à l'Élysée, le fondateur du célèbre média francophone de la communauté juive, David Krief, a reçu une surprenante invitation à se rendre au palais de l'Élysée pour rencontrer le président Macron. Alors comment et surtout pourquoi David Krief a reçu cette invitation? Le mieux c'est de lui demander directement. Bonjour David. Bonjour Olivier, merci Merci beaucoup. d'être avec nous pour parler de cette invitation un peu surprenante quand même. Enfin, vous Oui. allez nous le dire. D'abord, comment commence cette histoire, David? Euh, Déjà, alors j'aimerais dire quand même que quelque chose, c'est que je n'ai pas été le seul invité. On était Oui, bien sûr. voilà, on était quelques-uns. On va y revenir juste On va après, revenir. Mhm. Et comment ça a commencé? Alors l'histoire, elle est marrante. Et c'est ce que j'ai justement posté sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, jeudi dernier, donc il y a 6 jours, euh, on a publié sur Jubuzz les mèmes. Donc c'est les petites blagues là, ça s'appelle des mèmes avec la tête d'Emmanuel Macron avec les lunettes et Ouais. le fort. Et il y en a plusieurs comme ça qui ont été publiés. Et bon, ça fait son effet, ça a été viral. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas de changement particulier. Sauf que, 1 heure après, j'ai le conseiller en communication d'Emmanuel Macron qui m'envoie un message et qui me dit, David, est-ce que je peux t'appeler? Et là, je commence à avoir la panique qui monte sur mon visage, puisque je me dis, ah là 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 là, ils sont tombés dessus. Ça n'a pas plu. Il y a eu quelque chose de mauvais dans cette histoire-là. Bref, j'ai commencé à paniquer dans l'histoire. Donc, je lui dis, bah, bien sûr, tu peux m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il m'appelle. Et là, il m'explique, je lui dis, attends, tu m'appelles par rapport à ce que j'ai publié ce matin? Il me dit, ah non, pas du tout. J'ai pas vu de quoi tu parles. Je dis, non, non, rien, rien du tout. Il y a rien du tout. Tout va bien. Et il m'a dit, non, non, je t'appelle parce que j'ai un, alors, justement, c'est un peu moins drôle du coup la suite. Ils vont commémorer, enfin, on va commémorer les 20 ans de la disparition, de l'assassinat d'Ilan Halimi. Ouais. Et l'Élysée va organiser une cérémonie, donc vendredi matin, donc dans 2 jours, dans laquelle ils vont planter un arbre dans le jardin de l'Élysée, avec le symbole suivant, qui est que les antisémites pourront toujours tronçonner les arbres qui rendent hommage à Ilan à travers la France. Il y en a au moins un auquel ils ne pourront jamais toucher, c'est celui de l'Élysée. Mhm. Euh, Moi, je trouvais ça, honnêtement, je trouvais cette Ouais, idée-là, c'est un beau symbole, c'est un beau symbole. Évidemment, ça ne le ramènera pas. bien Évidemment, sûr. l'antisémitisme en France il est toujours aussi présent. Et on peut reprocher au président beaucoup, beaucoup de choses par Ouais, rapport à ouais. ça. Mais au moins, cette idée-là, j'ai trouvé qu'elle était bonne. J'ai trouvé que c'était une bonne Ok. idée. Et d'ailleurs, on le lui a dit. Donc voilà. Donc, il m'a dit, on organise une cérémonie. Et en amont de cette cérémonie, le président voudrait convier quelques personnes, quelques membres de la communauté juive non officiels. Ça, c'était important. Il voulait des gens non officiels, des gens un peu du terrain, quoi, de la rue, des gens qui fréquentent les D'accord. communautés directement, et pour avoir leurs impressions sur l'antisémitisme au quotidien, comment on perçoit l'antisémitisme, chacun dans Mhm. son domaine. Donc, on avait par exemple l'avocat maître Patrick Klugman qui était là. On avait les dirigeants d'associations comme Nous Vivrons, comme Tous 7 octobre, comme la Viso, l'OSE, Ouais. Il y avait le, d'autres médias ou d'autres influenceurs qui non, étaient présents? non, non, D'accord. non, 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 voilà. Donc on avait, non, non, il y avait aussi l'Union des lycéens juifs de France, Ouais. un jeune il s'appelle Elias, 17 ans, et président de l'Union des lycéens juifs de France, qui nous a tous épatés parce qu'il est très très jeune et il nous a fait un discours, enfin, impressionnant. Ok. Et voilà, donc en fait, chacun était amené à parler de son expérience. Donc moi, évidemment, par rapport à Jubuzz, j'ai parlé de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, qui nous touche vraiment directement, quoi. Et voilà, donc chacun a parlé 5 10 minutes en fonction de son temps de parole, entre guillemets. On était tous reçus au Conseil des ministres. Enfin, Ouais. excusez-moi, on était tous reçus le salon dans lequel se déroule le Conseil des ministres. Et voilà, en gros, Comment vous avez trouvé Emmanuel Macron? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été attentif? Est-ce qu'il a posé des questions? Est-ce qu'il voulait savoir un peu plus? ah ouais, bah, écoutez, Olivier, en vrai, c'est un homme politique, c'est son métier de paraître
de faire en sorte que les choses ont l'air positives. Donc évidemment, il était hyper attentif. On a apprécié ça, hein. Il était hyper attentif, il posait des questions, il creusait les sujets. Quand on évoquait quelque chose, c'est pas juste aller au suivant, on passe au prochain témoignage. C'était vraiment, il allait en profondeur, il voulait creuser. La preuve, c'est que la réunion devait durer 1 heure, elle a duré quasiment 2 heures. Donc voilà, C'était honnêtement, intéressant. c'était une rencontre positive, c'était intéressant. Et même après la réunion, on a pu parler un peu avec lui en off, prendre des photos, etc. Donc, il y en a un qui m'a dit, ta photo, c'est une intelligence artificielle. Je lui ai dit, non, non, c'est pas une IA, c'est une vraie photo. Donc voilà, Olivier. Mais Et est-ce que quelque part, hein, parce que vous avez parlé de la politique d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on a du mal à la comprendre encore plus lorsqu'on est en Israël, de savoir, ouais. voilà, des fois, il fait de ce genre de rencontres et il a reconnu l'État de Palestine. On a un peu du mal à comprendre. Est-ce que vous n'avez pas eu peur en allant à cette rencontre, et peut-être que d'autres aussi ont eu cette réflexion, de quelque part cautionner, d'être garant un peu de cette politique qu'on a du mal à comprendre. Bah, écoutez, moi, cette politique, j'ai aussi du mal à la comprendre. Je pense que tous ceux je fais partie des gens qui critiquent le président à ces égards-là, hein, au niveau de la politique envers Israël, envers la guerre avec le Hamas, etc. Je partage absolument toutes ces positions-là. Et le fait d'y aller, déjà, je pense que euh, c'est une invitation de la présidence de la République. Et ça ne se refuse pas quand vous avez Ouais. la tête de l'État qui vous convoque pour une réunion. Je pense que enfin, ça se refuse pas, que c'est quelque chose qui est déjà incroyable. Et puis en plus de ça, c'est une réunion qui allait dans notre sens. Ce que je veux dire, c'est que c'est une réunion qui a pour but de trouver des solutions pour lutter contre l'antisémitisme. Que ça marche ou que ça marche pas, après, malheureusement, ça c'est pas notre ressort. Mais si le président nous consulte pour avoir des idées et des propositions et faire en sorte que ça s'arrange, pourquoi refuser? Au contraire, c'est dans notre intérêt d'accepter d'y aller. Vous avez l'impression que ça va déboucher sur des résultats pratiques. Bon, on a déjà cette plantation d'arbres qui est vraiment très Ouais. importante et qui est symbolique et qui est très émouvante, mais est-ce que d'autres choses peuvent se dégager de cette rencontre? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis plutôt même pessimiste à ce sujet. Je pense Ah. que malheureusement, l'antisémitisme en France et ailleurs, hein, c'est enraciné. Et si on ne prend pas justement le problème à la source, à savoir, bah, c'est un peu ce qu'on lui a dit d'ailleurs, hein, l'éducation nationale, les réseaux sociaux, c'est là que ça démarre ici. Hein. Les racines de l'antisémitisme sont à l'école et sont sur TikTok. Hein. Donc, s'ils prennent pas des vraies mesures pour Hmm. éradiquer l'antisémitisme à ce niveau-là, honnêtement, j'ai peu d'espoir que ça s'arrange. David, Krief, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Moi, je retiens plusieurs choses. La première, c'est que alors, personnellement, par rapport à JoBuzz, je trouve que c'est incroyable quand même qu'un média qui fait des blagues, qui fait du divertissement, qui fait rire la communauté, ben, arrive un jour à ce niveau-là de l'État. Euh, euh, donc forcément, voilà, c'est quelque chose qui est très honorifique pour moi, qui est une vraie fierté. Et aussi, j'ai précisé justement dans mes publications sur les réseaux, j'ai tenu à venir à l'Élysée avec la kippa. Mhm. Euh, euh, alors, je la porte je la porte quasiment quotidiennement. Alors, beaucoup plus quand j'étais en Israël. Maintenant que je suis en France, c'est un peu plus compliqué. Mais on va dire que j'ai cette mentalité-là de porter la kippa dans l'espace public. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je la retirais en allant à l'Élysée? Au contraire, Ouais. c'est là, c'est à cet endroit-là qu'il faut la porter pour s'affirmer et aussi pour affirmer auprès des autres institutions juives qui étaient présentes, de dire, voilà, vous n'êtes pas les seuls à nous représenter, on est aussi des juifs pratiquants qui sommes là pour avoir notre voix et porter nos idées. Donc voilà, c'est aussi ce qui touche HM là que j'ai voulu faire. D'ailleurs, j'ai eu aucun problème Enfin, à l'Élysée, ils m'ont pas dit de l'enlever, ni aucun mauvais regard. Tout était parfait, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis voilà, puis aussi, comme j'avais la kippa, j'en ai profité. C'est ce que je disais aussi pour faire la bracha qu'on fait à la vue d'un chef d'État, qu'il soit juif, non juif, tzaddik, racha, peu importe. Il y a une bracha à faire à la vue d'un chef d'État qui est très rare. Hein. On l'a fait peut-être une fois dans une vie. Donc j'en ai profité pour la faire aussi. Et je trouvais en plus qu'elle est très belle. On bénit le bon Dieu
de partager sa gloire avec des hommes de chair et de sang. Voilà, je trouve que pour ça, le symbole, ça valait le coup que j'y aille. Emmanuel Macron a réagi à ça? Non, je l'ai fait à voix basse. Non, après ça, c'est laïque, on fait tout ça, on fait ça à voix basse, quoi. Dernière question, et peut-être la plus importante, je rigole, c'est peut-être pas la plus importante, mais est-ce que Emmanuel Macron a vu votre petit film avec les lunettes de soleil? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien que je vais l'envoyer ça au conseiller. Évidemment, j'ai pas accès au président directement, donc il faut passer par les conseillers. Donc, je vais lui renvoyer s'il veut lui montrer avec plaisir. Mais c'est une vidéo qui a beaucoup fait parler aussi. On est très fiers de cette vidéo parce que voilà, c'est du joue-buzz, mais en même temps sur des sujets assez graves et en tout cas, on essaye de dédramatiser ces sujets-là et d'en faire de faire rire avec ça, quoi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, David, et puis à très bientôt sur Studio Quélita. À bientôt, Olivier. Merci beaucoup. On saura peut-être, après avoir épluché à la loupe les centaines de milliers de documents de l'affaire Epstein, si oui ou non l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a participé aux orgies pédophiles de son ami Jeffrey Epstein. Cela ne surprendrait guère les Israéliens qui connaissent tous cette fameuse photo dévoilée en 2019 par le Daily Mail où l'on voit Barak pénétrer en catimini au domicile d'Epstein à New York, le visage masqué par une cagoule. Et pourtant, le plus médiocre des premiers ministres de l'histoire d'Israël a réussi à surprendre ces derniers jours par son racisme et son machiavélisme. Dans l'un des documents audio retrouvés dans le dossier Epstein, on entend Ehud Barak exprimer en 2013 à Larry Summers, ancien secrétaire d'État au Trésor de Bill Clinton, son inquiétude face au renforcement de la communauté orthodoxe en Israël. Pour freiner cette tendance, Barak affirme « Nous devons briser le monopole des orthodoxes dans les mariages et dans la définition de qui est juif et nous devons contrôler la qualité des olim de manière beaucoup plus efficace que les pères fondateurs d'Israël ne l'ont fait avec l'Aliyah d'Afrique du Nord. » À l'époque, ils avaient fait venir tout le monde sans sélection, affirme Barak. Nous pouvons nous permettre de faire une sélection et choisir les olim que nous voudrons et les convertir rapidement. Et Barak de rappeler une conversation qu'il avait eue avec Vladimir Poutine dans laquelle il avait évoqué l'aliyah de jolies jeunes femmes en Israël. C'est stupéfiant. En 2-3 phrases, Barak dévoile donc son mépris pour les séfarades et son affection pour les jolies ukrainiennes ou russes qu'il convertirait en masse lors de leur arrivée en Israël. Et Ehud Barak révèle ainsi son véritable visage dans toute sa laideur. Lui qui a été le soldat le plus décoré de l'histoire d'Israël, lui qui avait demandé pardon aux séfarades d'Israël en 1997 pour les affronts qu'ils avaient subis de la part de l'establishment travailliste, eh bien n'est plus qu'un être aigri et surtout jaloux de la longévité politique de son ennemi juré Binyamin Netanyahou. La catastrophe du 7 octobre a révélé l'erreur tragique de la compression de Tsahal, armée petite et technologique que Barak avait enclenché lorsqu'il était chef d'état-major dans les années 90. Mais les 10 dernières années ont fait plonger Barak dans une obsession malsaine envers Netanyahou et elles en ont fait le leader de la frange la plus radicale du fameux mouvement des kaplanistes. Rappelons que c'est Ehud Barak qui ne cesse d'appeler depuis la réforme judiciaire à la rébellion civile contre le gouvernement. C'est lui qui, dès 2020, avait révélé qu'un de ses amis, décidément, lui avait dit « Ehud, le peuple t'appellera lorsque les corps flotteront sur le Yarkon à Tel Aviv ». À 83 ans, Ehud Barak n'est donc plus que la piètre caricature de lui-même. Sa vieillesse fait honte à sa jeunesse. Il est déplorable que la gauche n'ose pas s'en démarquer. Il est sidérant que des journalistes influents continuent à lui accorder un quelconque crédit en l'interviewant. Mais il est encore plus incroyable que Ehud Barak lui-même ait le toupet de s'envoler d'un voile de légitimité et d'intégrité pour réclamer à la tribune des manifestations la fin du régime corrompu de Binyamin Netanyahou. Et ce matin, toute la presse israélienne revient sur la rencontre Trump-Netanyahou à Washington. Et dans le Israël Hayom, le général de réserve Gershon Cohen explique pourquoi la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Donald Trump ne pouvait pas se faire par téléphone. Selon lui, même sans accord clair sur l'Iran, ce face-à-face avait une importance stratégique majeure. Israël et les États-Unis partagent le même diagnostic sur la même menace iranienne.
mais pas la même gestion du risque. Pour Washington, le danger est lointain. Pour Israël, il est immédiat, existentiel. L'auteur rappelle que pour l'Iran, le nucléaire n'est pas seulement une arme, c'est un outil de dissuasion qui protège une stratégie régionale fondée sur les milices et les missiles. Dans cette logique, un accord mal calibré pourrait même renforcer la menace contre Israël. Conclusion donc, même sans annonce spectaculaire, ce voyage à Washington était vital parce que certaines décisions ne se prennent qu'en face à face. Et la presse israélienne revient ce matin sur ce qu'elle qualifie de séisme judiciaire dans les dossiers qui visent Binyamin Netanyahou. Et selon plusieurs révélations faites par Amit Segal de la chaîne 12, les déclarations clés de l'accusation auraient été contredites par des procès-verbaux internes désormais connus au dossier. Au cœur de la polémique, l'ancien procureur général Avichai Mendenblit. Il reconnaît avoir autorisé certaines investigations, mais pas l'ouverture complète de l'enquête sur les cadeaux cigares et champagne. Or, pendant des années, l'accusation a soutenu l'inverse devant les juges. Des propos tenus en réunion fermée montrent que, selon Mendenblit lui-même, ce dossier ne correspondait pas au mandat initial. Il parlait alors d'un iceberg qui, je cite, s'est effondré. Pour Amit Segal, la question n'est plus seulement politique, mais institutionnelle. Qui a autorisé quoi et à quel moment? C'est la question que pose ce matin le journaliste politique du Israël Hayom. Et surtout, combien de zones d'ombre le système judiciaire peut-il encore laisser passer sans trancher? Une surprise dans les sondages publiés en vue des prochaines élections législatives en Israël. Selon le Israël Hayom, la coalition actuelle plafonne à 53 sièges. L'opposition a atteint 57 mandats, donc aucun camp n'est en mesure de gouverner. Ça, c'est ce qu'on voit déjà depuis plusieurs semaines. Le Likoud de Binyamin Netanyahou reste en tête avec 27 sièges. Et la surprise, cette semaine, vient de la nouvelle formation de Gadi Eisenkot, qui atteint, selon le Israël Hayom, 11 mandats et devient donc la troisième force politique du pays. Autre enseignement important, 59% des Israéliens ne sont pas convaincus des explications de Binyamin Netanyahou sur les événements du 7 octobre, un chiffre qui montre que la question des responsabilités restera centrale dans la prochaine campagne électorale. Et la presse israélienne revient aussi sur le thème de la violence au sein de la population arabe israélienne avec ce titre terrifiant du Yediot Ahronot. 12 heures, 5 tués. Parmi les victimes, des hommes de différents âges, certains sans antécédents criminels, qui ont été pris pour cible dans des épisodes brutaux, souvent dans la rue ou à proximité de leur domicile. Les proches des victimes dénoncent l'inaction de la police, affirmant que les forces de l'ordre ne font qu'attendre alors que la violence se propage dans tout le pays et dans le secteur arabe particulièrement. La violence n'est pas limitée aux homicides. Toujours selon le Yediot Ahronot, une femme de 24 ans a été gravement blessée lors d'une tentative d'assassinat à Taïbé. Face à cette vague de criminalité sans précédent, le chef de la police, Dani Levy, a qualifié la situation d'urgence nationale. Il a appelé le gouvernement à introduire immédiatement les outils technologiques dont la police dit manquer pour endiguer ce fléau. Et un message très clair par l'État d'Israël à ceux qui ont espionné au profit de l'Iran. Selon l'Israël Hayom, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a ordonné l'ouverture de procédures de retrait de nationalité contre des Israéliens condamnés pour espionnage au profit de Téhéran. Une mesure sans précédent qui est soutenue par la procureure générale et ne pourrait s'appliquer qu'après une condamnation définitive, notamment pour des faits commis en temps de guerre. Ces 2 dernières années, nous rappelle ce matin le Yediot Ahronot, une soixantaine d'Israéliens ont été inculpés dans des affaires liées à des réseaux d'espionnage iraniens. Économie à présent avec le dollar qui est tombé à son niveau le plus bas face au shekel depuis plus de 30 ans. Et c'est la presse économique qui nous fait remarquer ce matin que le taux de change officiel a été fixé hier à 3 shekels 7 agourotes pour $1, un plancher historique. Et cette dépréciation du billet vert soulève une question importante pour les autorités économiques. La Banque d'Israël pourrait-elle intervenir sur le marché des devises pour stabiliser le cours du dollar?
Sur les marchés financiers, cette évolution favorable du shekel s'est accompagnée de hausse des indices à la bourse de Tel Aviv qui a clôturé hier en légère progression, soutenue notamment par l'annonce que le géant de cybersécurité Palo Alto Networks envisage une cotation à Tel Aviv, ce qui a dynamisé la confiance des investisseurs. Et pour terminer, plusieurs quotidiens se souviennent aujourd'hui d'Ilan Halimi. C'est le cas du Yedioth Ahronot et du Ma'ariv qui rappelle aux lecteurs israéliens que 20 ans après l'enlèvement et l'assassinat de ce jeune Français juif de 23 ans, le président Emmanuel Macron présidera aujourd'hui une cérémonie en sa mémoire. Emmanuel Macron plantera un chêne dans les jardins de l'Élysée et prononcera un discours centré sur la lutte contre l'antisémitisme. Le Yedioth Ahronot et souligne également qu'en 2025, plus de 1500 actes antisémites ont été recensés en France. Selon le président du CRIF, Yonatan Arfi, une attaque antisémite se produit désormais tous les 3 jours. La société américaine Astera vient d'annoncer l'ouverture de centres de recherche et de développement en Israël dédiés aux technologies clés qui permettent à l'intelligence artificielle de fonctionner à grande échelle. Alors pourquoi ces technologies sont-elles devenues stratégiques et surtout qu'est-ce que ce choix dit d'Israël sur la place de ce pays dans la course mondiale de l'intelligence artificielle? Pour parler de tous ces sujets, nous sommes avec un spécialiste justement de l'intelligence artificielle et d'une manière générale de tout ce qui concerne la high-tech. Nous sommes avec Stéphane Zibi. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, pour parler de ce sujet toujours un plaisir. Très important, donc cette société américaine Astera Lab, une grosse société. D'abord, quelques mots sur cette société, d'abord, avant de parler pourquoi elle s'est installée en Israël. C'est une société c'est un géant à une valorisation à 29 milliards de dollars qui vient chercher donc en Israël un peu une forme, ce qu'on appelle un peu l'arme secrète pour gagner la guerre de l'infrastructure en IA. Pour être clair avec les auditeurs, l'intelligence artificielle, il faut voir déjà comme une autoroute avec des milliers de voitures de course. C'est-à-dire quand vous demandez quelque chose à une intelligence artificielle, vous avez rapidement une information alors qu'il y a des milliards et des milliards de données qui sont disponibles. Et comment on fait pour avoir donc ces voitures de course? Ce sont nos requêtes, bien sûr. Mais aujourd'hui, les bretelles d'accès qu'on a pour avoir accès à toutes ces informations, c'est comme des chemins de terre. Je prends souvent cette expression-là, c'est tout petit. Et Astera Lab construit des échangeurs à très grande vitesse pour que l'information circule d'un point A à un point B. Donc Astera Lab fait partie des acteurs indispensables pour que l'intelligence artificielle fonctionne. Voilà, en gros, pour qu'on continue à avoir les réponses pour ChatGPT, mais pour les autres aussi, intelligence artificielle, pour que ça soit aussi rapide, on a besoin de ces structures, en fait. Comme l'NVIDIA, voilà, ça fait partie des boîtes qui sont indispensables à la bonne marche de nos requêtes. Et en fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus important, c'est que ce soit NVIDIA qui s'installe à Beersheba, qui de façon assez massive, ou Astera Labs, on s'aperçoit que le cœur du réacteur de l'intelligence artificielle vient s'installer en Israël. Ouais. Ce qui veut dire beaucoup de choses. On pourra en parler pendant des heures, mais en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses sur la planète tech. Et comme l'IA est important, parce que ça va au-delà de la tech, c'est très important aussi culturellement, géopolitiquement, économiquement. Alors justement, est-ce que on sait quelles ont été les motivations des dirigeants de Astera Lab de choisir justement Israël? Je crois qu'il y a 2 centres de développement, un à Haïfa, un à Tel Aviv. Pourquoi ce choix? Alors, pour beaucoup qui ne connaissent pas, nous on connaît Israël, les Américains connaissent Israël, sinon ils n'investiraient pas, mais pour le reste du monde, ça peut paraître un pari audacieux d'aller en Israël. Vu ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est un pays qui sort d'une guerre, comment on peut capitaliser sur un pays qui sort d'une guerre? Et paradoxalement, économiquement, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l'OCDE, Israël va plutôt bien. Et pourquoi elle va bien? Parce que la tech est un élément fort, un pilier fort, et en particulier la tech de pointe. Le talent israélien, c'est pas une option. C'est une nécessité stratégique pour le pays, parce que en temps de crise, tant qu'on n'est pas fort technologiquement, on n'y arrive pas. Militairement, on a vu comment c'était important. Donc en gros,
je peux juste dire par rapport au choix d'Israël, ça paraît naturel parce que, et je le dis aussi assez souvent cette phrase-là depuis que je fais des voyages pour des sociétés européennes et françaises en particulier, je leur dis, vous savez, la seule limite que nous avons en Israël, c'est notre imagination. La technologie n'est pas un problème, donc c'est naturel d'aller vers Israël. Alors que beaucoup de pays peut-être se posent des questions parce que c'est Israël, mais en fait, aujourd'hui, c'est naturel pour une boîte de technologie de s'implanter et s'implanter massivement. C'est ce qui séduit justement ces sociétés américaines, surtout pour le moment. C'est justement le fait qu'en Israël, on réfléchit, en hébreu on dit michutz lakvutza, c'est-à-dire qu'on réfléchit au-delà des chantiers battus, on va dire, d'une manière très originale. C'est ce qui séduit en fait ces sociétés. Ce qu'ils peuvent séduire, c'est qu'au moins ils savent que s'ils ont une demande technologique forte, ils savent qu'ils vont tout faire pour pouvoir aller pour pouvoir répondre à ses besoins en fait. C'est ça qui est important. Ce pays-là, a tellement de vertus. On va pas les citer tous, mais ils savent très bien que avec ça ils ne prennent quasiment aucun risque. C'est-à-dire ces investissements qui sont massifs. Pour moi, en fait, c'est une vision de Ben Gourion moderne. Je dirais pas 2.0 parce que j'aime pas ce mot-là, mais vous comprendrez le sens de ma phrase. Lui, il parlait de donner, de fleurir et de donner des oranges dans le désert. Là aujourd'hui, ce qu'on est en train d'avoir avec l'arrivée d'Nvidia, avec l'implantation un peu plus forte de Nvidia à Beersheba, cette implantation d'Astera Lab, mais aussi le rachat il y a pas longtemps de QEI par Apple à hauteur de 2 milliards. Tout ça, ce sont que des éléments supplémentaires qui viennent conforter la force et le choix d'Israël. C'est finalement quasiment une assurance sans risque d'investir là-bas, sachant que quand même, il y a je crois que, j'ai regardé les chiffres de la tech israélienne, l'économie, grâce à la tech israélienne, a explosé en 2025 avec plus de 111 milliards de dollars de deals. C'est colossal pour un petit pays comme ça. En France, on n'a pas ça. C'est un truc de dingue. C'est colossal, en particulier en période de guerre où on a entendu toutes sortes de déclarations contre Israël et des sociétés qui ne voulaient pas justement investir en Israël en raison justement de la situation sécuritaire et ce qu'ils ont appelé, entre guillemets, le génocide. Est-ce que c'est des considérations qui ont été prises justement par ces sociétés américaines qui investissent de plus en plus en Israël ? Ils ont investi, là on le voit, mais surtout en plus ils reprennent les techniques de la Silicon Valley, c'est-à-dire d'aller chercher les meilleurs talents et les meilleurs ingénieurs. La Astera Labs, d'après ce que j'ai cru lire, ont recruté directement 60 excellents ingénieurs, dont certaines légendes du pays, pour pouvoir en gros même catalyser, assurer même le coût, en payant bien sûr les salaires qu'il faut. Donc ça, je pense que certaines choses qui vont sûrement augmenter, comme les loyers dans certaines villes, parce que quand même c'est pas anodin la tech sur ce type de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait ils savent qu'en Silicon Valley, ils vont pas y arriver peut-être pour X raisons. Leur pendant, en tout cas l'évidence, c'est Israël. Et en fait, pour moi, c'est ça qui me fait un peu, qui me fait toujours un peu, qui me fascinera, parce qu'avec moins de 10 millions d'habitants, il y a un impact sur la technologie mondiale. Ouais. C'est comme si c'était dans l'ADN du pays. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu pendant plein d'années pour que le pays aille là où il est, qu'on verdisse le désert, etc. Aujourd'hui, la technologie, c'est devenu un point évident pour toutes les sociétés dans le monde. Et si on peut faire une extrapolation, je pense que tous les Olim qui souhaiteraient, tous ceux qui voudraient venir en Israël et qui ont un diplôme d'ingénieur ou qui sont techniciens en informatique, ils n'auront aucun problème pour trouver du travail, ça c'est certain, parce que je pense qu'entre toutes les boîtes qui s'installent, puis toutes celles qui se créent, le pays n'a jamais été aussi attractif de ce côté-là. Donc on peut faire un appel aux ingénieurs qui nous écoutent à postuler déjà pour toutes ces sociétés américaines qui viennent s'installer en Israël. Et nous, à Qualita, on sera bien entendu très heureux de les aider à s'intégrer en Israël. En tout cas, des belles perspectives aussi pour, je suppose, l'économie israélienne, mais d'une manière générale pour le développement du pays. C'est évident, et je pense même
que à travers de toutes ces annonces, on va finir par parler d'Israël autrement. Parce que justement, l'OCDE montrait la capacité d'Israël après 2 années de guerre à rebondir économiquement en étant dans le top 5, je crois, de mémoire des pays les plus performants. Par contre, le branding d'Israël, c'est-à-dire que la marque pays, parce qu'ils ont fait aussi un classement, Israël était 153e sur 153. Le dernier, pour la 2e année. C'est-à-dire que le branding, dès qu'on voyait Israël, boum, il y avait un phénomène de repli. Et ben là, je pense, on va regarder dans les années à venir, peut-être pas l'année prochaine, parce que ce sera peut-être un peu compliqué encore, mais les années suivantes, vous allez voir que le branding va être encore amélioré, parce que on ne peut rien contre les résultats et la vérité des chiffres et les performances. Voilà, et on peut être certain que ce classement-là, Israël sera presque tout en haut et fera une remontée spectaculaire. Eh ben, on attend ça avec impatience, en tout cas après ces 2 années un peu même très difficiles. Anxiogène. Voilà. Ah bah oui. On a besoin. C'est pour ça que c'est bien de parler d'autre chose. On a pas besoin de bonnes nouvelles. Exactement, on a besoin de ça aussi. Merci en tout cas Stéphane Zibi de Merci Olivier. explications. Et à très bientôt sur Studio Kalita. À très bientôt.